Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'absentéisme. Je vois dans le chat que nous avons des gens de La Rochelle et surtout des gens de Lamballe. Pour habiter à côté de Lamballe, je suis très contente de savoir que vous êtes présents. Pouvez-vous me confirmer que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien, s'il vous plaît, dans le chat ? Quelqu'un peut me confirmer? Oui, c'est bon, super. Voilà, ça arrive. Eh bien, écoutez, enchantée, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous aussi, vous êtes à la maison à cause des grèves et que donc vous nous écoutez avec un risque d'interruption par vos enfants. Mais merci du coup de prendre ce temps avec nous. Je suis Anaïs Georgelin, la fondatrice de So Many Ways, et aujourd'hui je suis accompagnée de deux femmes. Nous sommes 3 femmes aujourd'hui pour parler de ces sujets d'absentéisme. Margot Tancrède, qui est psychologue du travail, qui est spécialisée en santé mentale et qui travaille chez Moka. Et Marie Thieffry, qui est DRH chez Nickel. Je vais leur laisser un petit mot de présentation de leur structure dans 1 minute. Et me concernant, je suis donc la fondatrice de So Many Ways. Si vous ne connaissez pas, notre solution vise à faciliter améliorer la qualité de la relation managériale. On le sait, le management est un point clé. On va en parler aujourd'hui quand on parle d'absentéisme, d'engagement, de turnover. 70% de l'engagement et 50% des départs sont liés au management. Donc voilà, surtout qu'on ne peut plus manager comme avant. Et nous, chez So Many Ways, c'est ça qu'on vous aide à résoudre, donner les clés dans la durée aux managers et à leurs équipes pour avoir une relation de qualité. Margot, je te laisse la main peut-être pour nous présenter ta structure. Avec plaisir, Anaïs. Merci pour ton invitation et ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, en effet, je suis psychologue du travail et psychologue référente chez Moka.care. En quelques mots, on accompagne toutes les organisations sur les enjeux de santé mentale, à la fois d'un point de vue individuel, via des sessions qui sont prises en charge par l'employeur, que ce soit pour voir un psychologue, un coach, un thérapeute, et par le biais d'accompagnement collectif pour sensibiliser, outiller les managers, les RH, les collaborateurs. Et évidemment, on accompagne aussi avec un outil qui va être disponible sur téléphone ou sur votre ordinateur pour pouvoir vous outiller également en complément de ces accompagnements. Merci Margot. Et toi Marie, que peux-tu nous dire sur Nickel ? Bonjour à tous, moi c'est Marie Thieffry, donc je suis la DRH de Nickel. Nickel, c'est une entreprise qui est une fintech, et donc ce qui est intéressant de partager aujourd'hui, c'est justement cette notion de fintech. On a quelque chose de très technologique, très innovant, avec beaucoup de profils ingénieurs, produits très qualifiés, et notre fintech s'adresse aussi à une population de proximité qui peut des fois être un peu exclue du système bancaire traditionnel, et donc dans ce contexte, on a aussi un service client qui, sur les 850 collaborateurs que nous avons, représente quasiment 20% en fait de notre effectif. Et on travaille souvent avec Anaïs, justement, sur ce sujet de comment on fait au sein d'une culture d'entreprise commune, de distinguer les différentes choses à mettre en place pour nos collaborateurs. Et sur le sujet de la santé, j'ai évidemment un énorme contraste, enfin en tout cas un contraste important entre justement 2 types de populations. Et c'est pour ça qu'on a dû beaucoup travailler sur ces sujets. Donc je serais très intéressée de partager donc, ce qu'on fait, puis surtout après, si vous avez des questions, d'enrichir nos pratiques. Merci Marie. Donc une société qui a été en très grande croissance aussi, avec beaucoup de défis. Alors aujourd'hui, on va parler d'absentéisme, un sujet qui touche à la fois forcément la performance. Enfin, qui dit absentéisme dit impact sur la performance de l'entreprise. Qui dit absentéisme résonne aussi avec bien-être des équipes au travail. On a parfois un peu du mal à attraper le sujet, les causes, les effets, par quel bout on peut prendre, est-ce qu'on peut vraiment agir. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de bien définir de quoi on parle, puis ensuite d'aller assez rapidement vers des actions concrètes et des retours terrain. Pour introduire le sujet, l'absentéisme, c'est un premier chiffre, 6,11%. C'est le taux moyen d'absentéisme en France en 2023, ce qui représente 22 jours par an et par salarié. Je vous laisse donc vous situer, pour vous qui nous écoutez, sur cette moyenne. Voilà. Deuxième chiffre clé, on a 16% d'arrêts longs en plus en 2023 comparé à 2022.
Donc, ça nous dit aussi quelque chose. Voilà, on n'est pas que sur de l'arrêt stop and go, comme on dit, je viens, je repars, des petits jours par-ci, par-là. Il y a une vraie augmentation des arrêts longs. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Un tiers, c'est quoi? C'est la part des arrêts longs qui sont liés aux troubles psychologiques. Donc, Margot, tu pourras également nous éclairer sur tout ça. Ce sont des chiffres du baromètre Aiming de 2023 que je vous cite ici pour introduire notre sujet. Mais sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde un petit peu c'est quoi l'absentéisme, c'est quoi les différentes formes d'absentéisme, de quoi on parle. Margot, est-ce que tu peux nous éclairer? Avec plaisir. Par absentéisme, en fait, on va souvent entendre une absence qui est soit répétée, soit prolongée, donc de n'importe quel collaborateur. Et souvent, cette absence, elle va être symptomatique de dysfonctionnements qui vont être soit organisationnels, soit personnels. Donc, on va avoir des absences qui vont être involontaires, typiquement des maladies, des deuils, des accidents, les TMS, donc troubles musculo-squelettiques. En général, ce type du coup d'absence, c'est des absences qui sont légitimées souvent par un certificat médical. Donc là, on est dans la catégorie, on va dire, d'absence involontaire de la personne. On a à l'inverse une typologie d'absence qui est dite absence volontaire. Donc là, souvent, ce qu'on remarque, c'est un désengagement, une insatisfaction de la part du collaborateur. Et puis, on va aussi retrouver une catégorie d'absence qui est une absence dite structurelle. Et là, c'est une absence qui est souvent liée aux conditions de travail qui sont inadéquates. Parfois, on voit souvent aussi des collaborateurs qui sont en conflit interne par rapport à leurs valeurs et les valeurs de l'entreprise. Régulièrement, ce que j'observe quand je prends un peu de recul dans ma pratique par rapport aux accompagnements que je réalise, c'est que, comme les chiffres le montrent, déjà l'absentéisme pour les troubles psychologiques est en forte hausse, notamment lié justement à ce burn-out et au stress chronique qui font que l'absentéisme long pour première cause est en lien avec ces troubles psychologiques. Et puis, ce qu'on remarque également, c'est un absentéisme dit préventif, c'est-à-dire des micro-absences qui vont être posées pour éviter justement toute forme de surmenage, qui est justement un signe précurseur du burn-out. Et donc, on va avoir de plus en plus justement recours à ces absences pour se protéger en amont d'éventuels signes qui peuvent être un peu plus alarmants pour l'état de santé mentale de la personne. Et avec ces différentes évolutions, on se rend compte que les entreprises, justement, doivent détecter ces signaux pour agir avant qu'ils ne deviennent chroniques. C'est ce qu'on va voir par la suite. Oui, donc voilà, le sujet n'est pas évident. On le sait, voilà, on reçoit un arrêt de travail souvent et se dire est-ce qu'il est volontaire, involontaire, burn-out, c'est le gros sujet des DRH. Toi, Marie, chez Nickel, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu vois toutes ces formes-là? Est-ce que tu arrives à les distinguer? Oui, on retrouve dans l'involontaire, il y a les deux types. Il y a l'absence qui est longue, qui est vraiment liée souvent à une maladie qu'on connaît. Ça peut être un cancer, ça peut être une blessure grave, etc. C'est un type d'absence qui est qu'on accompagne, qui est triste pour les équipes, qui est préoccupant pour nous, les RH, etc. Mais ça, on fait de mieux en mieux aussi, ça j'en parlerai après. Il y a l'involontaire, la grippe, ça, il n'y a pas de sujet, on est absent quelques jours. Tout ça, ça c'est celui dont on ne s'occupe pas, en fait, c'est celui qui est naturel. Et après, c'est le volontaire. Le volontaire, nous, qui nous questionne beaucoup, parce que le volontaire, il faut des faisceaux d'indices, il faut réagir. Puis le volontaire, il est compliqué, parce que des fois, c'est de la part de la personne, donc on se dit, des engagements, etc. Puis des fois, c'est aussi peut-être un peu de notre faute, un peu de la faute du manager, un peu de la faute de l'organisation. Et là, spontanément, on n'a pas envie et on préfère se dire que la personne se désengage, etc. Et je pense que c'est le plus compliqué à travailler et c'est celui sur lequel même l'équipe RH et les managers doivent trouver justement la juste posture. Et c'est pour ça que les analyses de marché enrichissent la position des RH sur ce type d'absence. Oui, complètement. Et je pense aussi on le voit bien, c'est
tu parlais, Margot, des absences pour troubles psychologiques, de burn-out, etc. Il y a quelques jours, à la radio, je entendais ces chiffres alarmants sur la santé mentale des Français au global, sur la jeunesse déprimée, sur le contexte qui est le nôtre. Quelle est la part de responsabilité de l'organisation, du travail, voilà, distinguer ces choses-là ou se dire c'est juste quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie et du coup, ça se traduit forcément dans le travail. Énorme difficulté et on reçoit dans l'entreprise ce contexte externe aussi, forcément. Si on voit un petit peu sur justement un peu plus en détail, qu'est-ce que l'on peut observer, quelles sont les causes. Tu nous as parlé, Marie, déjà de management. Margot, toi, si tu es un peu plus exhaustive sur les facteurs, qu'est-ce qui déclenche l'absentéisme? Si je prends du coup le prisme des facteurs psychologiques, j'en parlais évidemment. Le premier facteur, ça va être le stress chronique et l'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que le stress prolongé, qui est lié souvent à une surcharge de travail ou à des objectifs qui sont irréalistes, ça pousse les collaborateurs à s'absenter pour justement préserver leur santé mentale. Et dans cette catégorie, on peut d'ailleurs aussi rajouter un des sujets principaux quand je rencontre les collaborateurs ou qu'on réalise des audits, c'est le manque de reconnaissance. Et en fait, ce déficit de reconnaissance, il va justement être en lien avec cette forme d'absentéisme qui va s'installer dans le temps. Le deuxième facteur qu'on pourrait retrouver, je pense que ce serait sur le désengagement et plus largement la perte de sens. La perte de sens, j'en ai encore parlé avec un patient hier, qui est souvent d'ailleurs une perte de sens globale. On ne compartimente plus finalement le pro du perso. Et donc, ça va aussi prendre une ampleur un peu plus importante et qui va favoriser justement cet absentéisme volontaire. Ensuite, on va identifier comme facteur plutôt le climat de travail, une forme de toxicité, que ce soit dans les conflits interpersonnels. On passe en moyenne, a priori, 3 heures par semaine à gérer des conflits au travail. Donc, c'est une perte de temps aussi qui a un impact évidemment sur notre santé mentale. Dans cette toxicité, on remarque évidemment des managements parfois qui sont aussi autoritaires, un manque de soutien social qui crée aussi une forme d'isolement. Et on le sait aujourd'hui, l'isolement est un des premiers facteurs justement de mal-être. Et a pour impact peut-être aussi une forme d'anxiété, de dépression qui va être accentuée par cette toxicité. Le quatrième point qu'on pourrait aussi mettre dans cette catégorie de facteurs, c'est le manque d'autonomie ou la perte de contrôle par rapport justement à ce qu'on appelle nous les marges de manœuvre dans notre travail. Et du coup, l'incapacité finalement à prendre des décisions, à être dans le contrôle de sa vie. Et donc, ça va créer un sentiment d'impuissance et parfois de très grande frustration. Et ça, souvent, ça va conduire à des micro-absences, des personnes qui sont posées le lundi parce que l'angoisse du dimanche soir, par exemple. Et donc, ça va s'accumuler au fur et à mesure. Et puis, le dernier, évidemment, les troubles anxieux et dépressifs. Les chiffres là-dessus, depuis le Covid notamment, ne font qu'augmenter. Et comme on l'a vu, les troubles psychologiques aujourd'hui, ça représente quand même 32% des arrêts longs. Donc, c'est devenu, malgré nous, un des premiers enjeux justement sur ces sujets d'absentéisme. Merci Margot. Si on regarde un peu ça, toi Marie, qu'est-ce que tu vois? Enfin, c'est quoi les facteurs qui ressortent le plus comme cause d'absence? Enfin, c'est quoi les facteurs parmi ceux qu'a cité Margot qui prédominent chez toi quand tu entends ce sujet d'absentéisme et quel impact cet absentéisme aussi il crée sur les équipes parce que c'est parfois un peu le serpent qui se mord la queue ce sujet. Je vais faire un focus plutôt sur nos métiers du service client qui sont des métiers, donc c'est de la réception d'appels. C'est des appels relativement courts. On solutionne une problématique du client. C'est des métiers qui étaient avant exclusivement sur site, qui étaient sur des amplitudes horaires qui étaient assez larges, etc. Et c'est surtout sur cette population-là, on est sur un turnover, enfin non, pas turnover, pardon, un taux d'absentéisme qui est autour de 10% et qu'on a réussi à faire baisser progressivement. On est sur 9. Et l'idée, ce serait qu'on passe la barre symbolique des 9, qu'on soit autour du 8. Ça serait, je pense, un bel objectif collectif. Sur ces métiers-là, déjà, on a fait en sorte de faire des bonnes conditions de travail.
travail. On sait que c'est des métiers où voilà, ils sont plus difficile dans l'exécution des tâches. Et donc, on a vraiment des conditions de travail qui sont sympas. On mise beaucoup dessus. On a proposé des semaines de 4 jours aussi pour que les gens puissent faire justement des horaires un peu plus, d'amplitude horaire plus grande, mais aussi sur 4 jours pour avoir justement une organisation familiale plus simple pour ceux qui le souhaitent. On a mis en place le télétravail. On a mis en place ce télétravail en plus flexible. Donc là, on a vraiment joué sur des conditions de travail pour faire en sorte que justement, il y ait quelque chose de plus agréable. Ensuite, on a travaillé aussi sur la variété des tâches à effectuer, justement, avec pas que de l'appel. On a réussi à mettre un peu de back-office, un peu d'appel sortant. On a essayé de mixer tout ça. On propose aussi des évolutions de carrière pour que les gens puissent avoir des postes qui évoluent. On devient senior, on peut devenir manager. On voit que notre organisation maintenant se stabilise, donc il y aura moins de possibilités d'évolution de carrière et c'est un sujet de vigilance. Les gens risquent de rester plus longtemps sur leur poste. Le marché de l'emploi s'est aussi un petit peu retourné et donc ça, il faudra qu'on fasse attention aux postes dans la durée. Donc, sur toute la partie conditions de travail au global, nos managers sont bien accompagnés. Normalement, on a travaillé sur ce côté organisationnel. Après, on va arriver sur des situations individuelles. Il y a des gens qui n'aimeront pas leur travail, il y a des gens qui sont plus fragiles, il y a des gens où il y aura des affinités qui seront mauvaises avec le manager et ça, c'est de l'individuel et il faut qu'on détecte les signaux faibles. Les signaux faibles là-dessus, c'est des arrêts qui sont récurrents, des arrêts au début qui sont assez courts. Un médecin ne prescrit pas 1 mois tout de suite. Et donc là-dessus, on a mis en place au sein du... en tout cas, nous, on regarde ça et on essaye d'anticiper et on fait surtout des statistiques. On a mis en place un point chaque trimestre. La responsable RH, donc Marguerite de Galard et la HRBP dédiée au périmètre, font des points avec le comité de direction du service client justement pour regarder les indicateurs. On forme nos managers. Donc là, après, je reviendrai peut-être plus en détail après. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille parce qu'on arrive, nous, sur de l'individuel. J'espère que le côté un peu organisationnel a été pris. On a aussi un directeur du service client qui fait très attention à ça, qui vient de SFR, donc il connaît ces plateformes. Et lui, il a beaucoup travaillé sur le management libéré, l'entreprise libérée. Donc là-dessus, on essaye d'y travailler parce qu'on sait, Margot, que c'est des sujets, en effet, de désengagement après. Yes. Margot, peut-être un point dans les tendances dont on n'a pas encore parlé, qu'on avait évoqué, et qui est la notion de « je vais poser un arrêt ». Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce qu'il faut quand même qu'on mette les pieds dans le plat un peu sur ce sujet. Il y a aussi ça. Ouais. Alors là, on est vraiment dans, je pense, cette catégorisation des micro-absences, justement, des absences qui sont souvent courtes et fréquentes. Et qui viennent soit justement être un signal, comme le disait justement Marie, un précurseur d'un malaise qui est un peu plus profond. Et donc là, en fait, c'est un peu je dirais, un signal d'alerte pour que les RH, les managers puissent aussi se rendre compte de ce qui se passe et aller creuser justement un peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas forcément en capacité à ce moment-là de demander de l'aide et elles ne sont pas outillées. Et donc, c'est finalement... rendre visible aussi ce mal-être qui est invisible. C'est ce qui est difficile et pernicieux avec la santé mentale, c'est qu'on a peu de signaux visibles. Et donc, peut-être marquer un arrêt comme ça, c'est ce qui permet aussi de tirer le signal d'alarme pour le collaborateur. Et ça va être aussi utilisé comme mécanisme de récupération. Pourquoi? Parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a une pression accrue et on a besoin de récupération. Or, la récupération est de moins en moins importante et donc cet arrêt qui va être posé, finalement, ça va être le sas de récupération quand on n'a pas la chance, par exemple, d'avoir 4 jours de travail dans la semaine. Eh bien, on va justement solliciter ce micro-arrêt pour réduire la fatigue, souvent qu'il y a une fatigue d'ailleurs émotionnelle plus que physique, et surtout aussi pour prévenir le stress chronique. Donc c'est un enjeu justement d'identification de tous les sous-titres qu'il pourrait y avoir derrière cet arrêt qui est posé de plus en plus. Ça, c'est ce qu'on remarque. Et après, il y a d'autres tendances, et justement, Marie parlait du télétravail. On voit que là-dessus, il y a une forme d'ambiguïté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus de frontières, ce qu'on appelle, nous, les seuils physiques. Avant, on passait le sas de la porte pour aller au bureau. Et donc, cette flexibilité aussi a un impact qui peut être justement le risque d'isolement qui va accentuer ce stress et qui peut justement engendrer ces micro-absences. D'où le fait que certaines entreprises, notamment les GAFA, rappellent beaucoup au présentiel, puisqu'on a besoin de ce lien, évidemment, et de cette reconnaissance et de ce sens pour influer sur l'engagement.
Merci. Alors, si on reprend à la fois des éléments qu'on a déjà dit et on les structure autour de 7 actions concrètes pour réduire l'absentéisme, parce que vous qui nous écoutez, finalement, c'est ça qui vous intéresse, hein, c'est comment on passe de 10 à 9, à 8, à 7, à 6 peut-être un jour. On voit bien que les managers ont un rôle clé. Vous avez beaucoup parlé de comment on détecte, comment le rôle clé des managers pour détecter l'absentéisme. On peut les former à ça, Margot? Et si oui, comment, c'est quoi les points clés qu'il faut leur transmettre? Tout à fait. Et dans ma pratique, je pense que c'est aujourd'hui une de mes priorités. Pourquoi? Parce qu'en fait, les managers sont pris dans un étau très souvent. Ils se sentent un peu victimes de cet absentéisme. Et en même temps, il y a cette action qui est nécessaire, ou en tout cas une forme de pression qui est attendue. Et donc, il y a des injonctions paradoxales très, très fortes chez les managers. Ils ont cette double pression d'à la fois maintenir la performance malgré les absences et surtout de devoir gérer le bien-être des équipes. Et ça crée justement une forme de charge émotionnelle très élevée pour les managers. Et il y a aussi un isolement souvent face à ces responsabilités, puisque aujourd'hui, les managers n'ont pas forcément les outils pour. Et donc, nous, on va justement les outiller pour qu'ils puissent réagir de manière proactive, pour détecter les signaux. Donc déjà, les outiller à la lecture de leurs propres signaux, ce qu'on appelle l'hygiène aussi émotionnelle, puisqu'évidemment, c'est un nouveau langage à apprendre. Et pour pouvoir être en capacité de détecter les signaux de son équipe, il faut d'abord pouvoir détecter ses propres signaux, savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Et puis, on va aussi outiller les managers à instaurer ce climat de sécurité psychologique, comme ils ont ce double enjeu du bien-être et la performance, et que pour atteindre cette performance, la sécurité psychologique est le critère numéro 1. Et donc, comment faire en sorte que les collaborateurs puissent se sentir en sécurité aussi de partager leurs signaux. Ça, c'est évidemment la base, qui peut prendre plus ou moins de temps aussi selon la culture d'entreprise qui existe, évidemment. Et puis, des formations, je dirais, un peu plus classiques sur les risques psychosociaux, développer l'intelligence émotionnelle des managers, qui est évidemment une compétence aujourd'hui clé d'un manager, les former à la communication non violente, à l'écoute active, au sujet évidemment de résilience. On est face à de nombreux changements organisationnels et donc ils vont avoir aussi un impact sur la capacité à faire face justement à ces changements. Et surtout, je pense, leur donner des outils et des techniques qui vont les aider justement à avoir ces discussions qui sont difficiles, pour éviter justement de faire cette technique du sandwich, parce que ces discussions sont désagréables, et donc leur donner confiance pour avoir ces discussions aussi au sein de leurs équipes, en individuel et en collectif. Oui, merci. Alors, on voit bien, il y a plein de choses à mettre dans cette boîte à outils de formation, et nous, on a aussi l'habitude de dire former, c'est bien, mais c'est rarement suffisant. Après, il y a comment on outille quelque part dans des process, dans des habitudes. Marie, vous avez fait plein de choses très intéressantes, je trouve, sur ce sujet chez Nickel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, sur cette partie-là, je vais prendre un petit peu plus de temps. Déjà, on a sur l'involontaire qui est long. La loi a changé, il y a l'entretien de liaison qui nous a fait beaucoup de bien. Maintenant, on a le droit, dans le cadre de la loi, de contacter la personne qui est en arrêt maladie. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment une main tendue qui est officielle. Et donc, ça nous permet justement de travailler le retour. Parce que les absences longues, il faut travailler le retour. On travaille beaucoup avec la médecine du travail, ça c'est important. Et selon les régions, on n'a pas forcément les mêmes équipes, mais quand ça marche bien, c'est assez puissant. Et dans ces cas-là, on travaille au mi-temps thérapeutique ou au format adapté du temps de travail. Ça permet de faire des sas de retour. On travaille avec les managers pour qu'ils acceptent ça, qu'ils le mettent en place, qu'il y ait évidemment le collectif qui comprenne, que la charge de travail qui n'est pas faite pendant ce mi-temps soit absorbée par d'autres et justement revalorisée aussi. Ça, c'est important, l'équité de traitement au sein d'une équipe. Donc, sur la partie involontaire long, on travaille aussi beaucoup avec notre référent diversité, Gaëtan Mussard, qui travaille justement à aider les gens au cas où il y aurait besoin de faire une reconnaissance RQTH qui nous permet justement après de mettre en place un système de protection aussi qui sera adapté. Donc ça, c'est pour la partie longue. L'involontaire court, encore une fois, j'en parle pas, c'est la grippe, ça, pas de sujet. Ensuite, sur la partie qui semble plus volontaire, un peu plus ambiguë, donc moi, j'avais listé tout à l'heure tout ce qu'on a fait sur les conditions de travail pour essayer de faire que le côté un peu organisationnel ne soit pas la cause. Il le sera forcément pour certains, mais globalement, un peu moins. Là où j'ai une déception sur cette partie organisationnelle, c'est le télétravail qu'on appelle flexible. On l'a mis en place pour tout notre collectif.
avec une approche de simplification de la vie au quotidien, aussi pour faire une place aussi au sujet de la menstruation qui permet justement, avec cette flexibilité, d'organiser selon les cycles, etc. 50% de mon effectif sont des femmes, donc c'est quand même important. Et cette partie-là, on pensait que ça ferait baisser le taux d'absentéisme au sein d'un service client. Eh bien non. Quand on a un problème de santé, même léger au service client, on ne peut pas travailler en télétravail. Ce n'est pas comme des postes de cadre où on peut s'organiser, ou si l'école est fermée, on peut s'organiser. Et ben, au service client, ce n'est pas possible. Donc, ces gens-là ont besoin aussi de plus d'arrêt de travail, clairement. Donc, ça ne fait pas tout, mais ça joue quand même. Ensuite, on a mis aussi en place une RH de proximité. Je défends bec et ongle mes effectifs RH sur cette partie de proximité. Je veux qu'il y ait suffisamment de personnes en administration du personnel et en dev RH pour être vraiment au plus proche. Et on a jusqu'à présent une adresse générique pour tout ce qui est absence. C'est-à-dire que je suis le nombre d'absences et il y a des noms que je vois souvent. Ça permet aussi d'avoir une connaissance globale sur le collectif. Donc ça, c'est un peu aussi la proximité. Formation manager, mais ça, en plus, Margot en a beaucoup parlé. Évidemment, on les accompagne. Et ensuite, c'est très concret, mais c'est la rémunération. On finit à un moment par impacter les parts variables et aussi la non prise en compte de certains jours d'absence. Enfin, là, c'est un tabou que j'aborde, mais au bout de 20 jours d'absence dans une année pleine, non, 28 jours, pardon, on est sur 28 jours, on s'est aligné sur le congé paternité, on finit par impacter la part variable. Voilà, c'est calculatoire et ça, c'est important. Et après, il y a les fameux jours de carence. On a changé nos règles sur la carence. La première année, les jours de carence ne sont pas pris en compte par l'entreprise et au bout d'un an d'ancienneté, on prend en compte 3 arrêts de travail. Voilà, une année glissante. Ce qui n'est pas ta convention collective, ce qui est un choix, c'est un accord. Entreprise, et donc au bout de 3 arrêts, on ne peut plus poser un jour d'arrêt maladie, sinon on peut le faire, mais on n'est pas payé. Donc ça change aussi. Donc ça, on a aussi levé ce tabou-là avec nos partenaires sociaux qui avaient signé cet accord. Après, on a aussi développé en contrepartie, ça c'est le côté un peu plus dur, mais on a aussi fait le choix d'aller plus loin sur les jours enfants malades, d'aller plus loin sur les jours d'absence autorisés pour handicap, jours d'absence autorisés autres, et de rajouter tous les 2-3 ans, on rajoute des jours d'absence autorisés de congés, des congés payés. Là, on a rajouté le lundi de Pentecôte, aussi pour créer de façon organisationnelle ces moments de respiration qui sont en effet indispensables. Donc, on joue sur plusieurs. En fait, en gros, il n'y a pas de solution miracle. C'est plein de choses qui devraient normalement finir par faire baisser ces taux, qui commencent à baisser chez nous. Mais encore une fois, c'est toujours compliqué. Il suffit d'un arrêt long de 9 mois dans une équipe et le taux change. 28 jours, au bout de 28 jours, vous impactez la part variable, quelle que soit la justification de l'absence, du coup. Je considère que quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant 28 jours dans son année n'a pas pu réaliser la même chose que s'il avait travaillé un an complet. Okay. Voilà. 20 jours, ça s'absorbe. À un moment, 28 jours sur une année, on ne peut pas avoir fait la même chose. Et pour peut-être être précis aussi, vous l'impactez de manière proportionnelle après la part variable, oui, c'est-à-dire ouais. C'est pas au bout de 28 jours, j'ai plus le droit à rien du bonus. Non. Bon, ça va. Ouais, peut-être chez Nickel aussi, moi, ce qui m'avait pas mal interpellé, tu l'as dit tout à l'heure, mais vous avez été très loin sur l'organisation du travail pour vos populations de terrain. Vous avez, on a 2 populations très différentes. Comme dans la plupart des boîtes où il y a de l'absentéisme fort sur des populations de terrain, il y a une distinction très forte entre le siège, les métiers qui ont le droit au télétravail, les métiers qui ont le droit à plein de congés, qui vont être au forfait jour, qui sont flexibles comme ils veulent, et ceux qui sont dépendant d'horaires d'ouverture d'un centre d'appel, d'une banque, d'une agence, de plein de choses comme ça. Ça, vous avez réussi à... Enfin, quel impact vous voyez déjà, au-delà de l'absentéisme peut-être, mais de cette organisation de travail que vous avez mis en place sur le terrain? Déjà, on est à 5% moyenne d'absentéisme, 3% sur les fonctions plus cadres, donc 2-3% en gros... Voilà. Et puis 9 sur les autres. Encore une fois, c'est normal, c'est pas les mêmes tâches, c'est pas la même pénibilité des tâches, c'est pas non plus le même type d'engagement. Quand on sait que quand on n'est pas là, c'est dispatché sur un centre d'appel, on est moins embarrassé de ne pas être là aussi que quand ça reporte sur nos collègues directs, que le projet ne peut pas se faire ou que la réunion ne peut pas se tenir. On le sait. On a aussi une population plus féminine au service client, le sujet de la monoparentalité aussi à entendre. Faut le prendre en compte aussi. Le quotidien n'est pas le même, beaucoup plus difficile. La sociologie nous le dit, la société nous le dit. Donc, à prendre en compte. Après, sur l'organisation, on essaie d'avancer justement
de façon équitable. On ne peut pas proposer les mêmes choses à tous, mais on essaye d'avancer de façon équitable pour que cette notion de NPE, c'est la façon dont les collaborateurs l'entreprise reconnaissent l'engagement, avance et soit élevée, quelle que soit la nature des métiers, et qu'il y ait un sentiment d'appartenance vraiment global. Merci pour ton témoignage. On voit bien que c'est un sujet très systémique, comme tu le dis, et donc voilà, on peut rarement isoler des liens de cause à effet immédiats dans tout ça, mais plein de petites actions. En complément, vous l'avez dit entre les lignes chacune, qu'est-ce qui permet de réduire l'absentéisme, de créer une culture de conversation régulière, de feedback régulier, pas de feedback sur la performance, mais de feedback sur comment je vais, comment je me sens, dans quelle mesure les conditions sont là pour que je puisse réaliser un travail de qualité, enfin vraiment du basique. Mais ce temps-là, dans la réalité managériale, on ne le prend pas, en tout cas pas assez. Souvent, les populations, on a le plus d'absentéisme, c'est aussi les populations où il y a un manager pour parfois des dizaines de collaborateurs. Le temps managérial n'est pas pris et pourtant, ça a un impact énorme. Nous, chez nos clients que l'on accompagne sur ces sujets d'absentéisme, c'est ce qu'on met en place avant tout, c'est de se dire il faut un temps dédié où on prend de la hauteur et on se pose juste la question toute simple de comment ça va en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que manager pour te simplifier le travail? Est-ce qu'il y a des irritants? Est-ce qu'il y a des décisions que tu pourrais prendre à ton niveau et qui en fait ont été bloquées? Vous voyez, ce type de questions qui sont en lien avec les troubles, enfin les facteurs principaux d'absentéisme que tu mentionnais, Margot, tout à l'heure, hein, et qui permettent d'avoir ces espaces de dialogue-là. Je crois assez peu finalement que quand on forme et on dit il faut le faire, ça suffit. On le voit bien. Après, chacun repart dans son quotidien et donc il y a ces notions de rituels à instaurer, à instituer. Leur fréquence va dépendre d'une réalité opérationnelle, on ne va pas se mentir. Nous, on a des entreprises qui arrivent à mettre en place ce type de moments de dialogue autour du bien-être au travail, au sens premier du terme, hein, comment j'arrive à faire mon travail correctement tous les mois. C'est beaucoup quand on démarre tous les mois, c'est beaucoup selon la taille de ses équipes, mais si déjà de manière trimestrielle, on instaurait ce moment-là de qualité entre un manager et ses équipes, je pense qu'on aurait, je suis sûre, on détecte à ces moments-là ces signaux faibles. Un quatrième point, alors on a mentionné ça, Culture Book, après on l'appelle comme on veut, mais c'est surtout, on en discutait Marie dans la préparation, il faut les écrire, les règles du jeu, il faut les diffuser, il faut pouvoir, pour les managers comme pour les RH, que ce soit clair ce qu'il est possible ou non de faire. Qu'est-ce que vous avez pu faire là-dessus? Guide interne sur les gestions des absences, tout ça. Oui, là-dessus, déjà, notre intranet est très clair sur les règles. Hein, enfin, voilà, comme ça. Et puis, les gens qui ont besoin de les connaître, en général, ils savent aller chercher l'information. Ensuite, on forme beaucoup nos managers. En fait, comme c'est une entreprise qui a été en hyper croissance et où les managers étaient souvent des conseillers qui sont devenus des managers, qui sont devenus managers de managers, on allait évidemment chercher un peu en externe pour senioriser, mais globalement, on a fait des belles évolutions de carrière. Donc, on a dû aussi accompagner nos managers qui étaient souvent en première responsabilité managériale. Et là-dessus, on a mis vraiment en place un accompagnement avec le HRBP et la direction assez rapprochée. Et on écrit des règles. On leur a appris, par exemple, à gérer la sous-performance. On sait que quand on a quelqu'un dans son équipe qui ne travaille pas bien, le manager, il va vite être agacé. Et puis, comme il est agacé, il va vite relancer beaucoup. Il va vite arriver sur du micromanagement qui peut être oppressant parce que la personne ne travaille pas bien, hein, mais en tout cas, ça peut créer ça. Et donc, nous, on intervient tout de suite. On a toujours dit, et maintenant, on a dit aux managers, quand vous avez ça qui commence, venez nous voir tout de suite. On a des outils pour traiter la sous-performance avec des plans d'action, des accompagnements. Et ça réduit le côté un petit peu accrochage et ça marche. Enfin, objectivement, il y a vraiment des gens, ils se ressaisissent, ils comprennent, etc. On peut aussi réduire un peu le télétravail si on n'a pas la confiance. Donc, on sait travailler beaucoup avec eux en amont aussi parce qu'on a, je ne sais pas si on l'aurait fait si on n'avait pas eu besoin de tant les accompagner parce que c'était des nouveaux postes managériaux. La question se pose. En tout cas, le fait qu'on était en création nous a permis ça. Et puis après, d'avoir des profils qui venaient de l'extérieur, assez seniors, notamment de SFR, hein, parce que je trouve que voilà, ils nous ont apporté beaucoup sur la méthodologie et a été aussi très, très intéressant.
Ouais, dans ces guides-là, donc tu parles de sous-performance. Moi, j'ai souvenir aussi que vous explicitez, vous répétez, vous diffusez ce truc de on a le droit d'appeler les collaborateurs, enfin de faire cet entretien de liaison. Enfin voilà, tout ce on a beaucoup de mythes encore autour de ce qu'on peut faire ou pas faire. Sur ça, qu'est-ce que vous communiquez en interne? En interne, on dit par exemple, dites-nous, et nous, on peut organiser un rendez-vous avec la médecine du travail. Ça, les gens n'ont pas forcément en tête. On pense que la médecine du travail, on la voit que quand on revient de congé mat ou d'une absence. Mais non, en fait, on peut aussi aller chercher la médecine du travail en organisant le rendez-vous. La médecine du travail apprécie beaucoup, d'ailleurs. C'est une façon d'utiliser leur expertise. Et ça, les managers le savent. Donc, c'est vraiment communiquer auprès des managers sur les règles, sur les différents outils qu'ils ont à leur disposition. Ils sont nos principaux relais. Nous, on est très présents, mais on n'est pas là tout le temps. Après, dans les services clients, en général, il y a des points managériaux très réguliers avec les équipes. Il y a beaucoup de pilotage d'activités. Donc ça, les interactions, il y a. Et puis après, évidemment, c'est se faire accompagner quand il y a des séminaires ou des moments comme ça par des spécialistes, les équipes de Margot, d'autres sociétés qui peuvent venir justement nous appuyer. Je pense que c'est ça que tu devais avoir en tête quand on avait travaillé justement en amont, Anaïs. Tout à fait. Un cinquième point, et pas des moindres, que peut-on faire au niveau des collaborateurs? Nous, chez So Many Ways, on a l'habitude de parler de qualité de la relation managériale. Donc, qui dit relation dit quelque chose qui se fait à deux. S'il y a de l'absentéisme avec des causes organisationnelles, il y a une part de responsabilité du management, de l'organisation du travail, on en a beaucoup parlé, et parfois, il peut y avoir aussi une part de responsabilité des pairs ou des collaborateurs. Margot, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'il est intéressant de faire? Je pense que pour arriver justement à inciter les collaborateurs à jouer un rôle justement dans la prévention des absences, ce qui est essentiel, et c'est pour ça qu'on en a parlé avant, c'est que évidemment les managers, la hiérarchie, la direction soient aussi exemplaires pour pas tomber dans ces injonctions paradoxales. C'est ce que je remarque parfois justement, et ça ne prendra pas si la culture d'entreprise n'est pas alignée. Et donc, avant d'inciter les collaborateurs, former vraiment les directions et les managers qui puissent justement avoir ce rôle modèle et qui, derrière, permettront aux collaborateurs d'être justement acteurs de ces sujets de santé mentale. Nous, on fait des collaborateurs des ambassadeurs. En fait, chacun a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que justement, promouvoir une culture d'entreprise où les collaborateurs sont aussi des préventeurs, eh bien, ça permettra justement de les éduquer sur les signaux faibles, et puis aussi peut-être de se soutenir pour pouvoir demander de l'aide plus tôt. On l'a vu, si on demande de l'aide plus tôt, eh bien, ça va réduire l'absentéisme, notamment lié au stress et aux troubles psychologiques. Si on les forme aussi à cette sécurité psychologique qui est induite par le manager, mais pas que, qui est induite par aussi les collaborateurs, eh bien, les collaborateurs arriveront à lever ce masque social qui pèse énormément et qui est justement un des indicateurs de mal-être. Et donc, cette sensibilisation de la santé mentale via les risques psychosociaux, via l'instauration de la sécurité psychologique, permettra justement de lever cet absentéisme. En faisant des collaborateurs, des ambassadeurs, on peut aussi créer des groupes de co-construction, ce qu'on fait souvent. Pourquoi? Parce que les collaborateurs, évidemment, sont les mieux placés pour trouver les solutions appropriées. Et ça, c'est important, justement, de prendre le temps de les écouter. On parlait des rituels. Prenez vraiment le temps pour que vous puissiez trouver ensemble les solutions. Et là, ça viendra justement aussi diminuer les causes organisationnelles. Plutôt que d'appliquer des solutions qui viennent de la direction, prenez le temps d'écouter vos collaborateurs, et puis outillez-les aussi pour justement nourrir. On l'a vu, il y a un déficit de reconnaissance. Donc, comment est-ce qu'on met en place aussi peut-être des programmes de reconnaissance qui vont augmenter aussi l'engagement, et puis jouer aussi sur, en effet, cette carte de l'équilibre pro-perso qui permettra évidemment de diminuer cet absentéisme. Donc, toutes ces formations vont être très aidantes pour pouvoir faire des collaborateurs, des ambassadeurs de la santé mentale, et être aussi des alliés avec les managers, et qu'il n'y ait pas justement
une distinction très stricte entre les rôles qui sont souvent implicites. Et en effet, comme le dit Marie, explicitez les rôles et servez-vous des collaborateurs pour que chacun soit responsable aussi de sa santé mentale et de la santé mentale de ses collègues. Oui, il y a ça en complément. Moi, ce que j'aurais envie de rajouter, parce qu'il y a l'absentéisme lié à la santé mentale, un tiers des arrêts, hein, donc je veux dire, c'est hyper important. Et on a aussi parfois parlé d'absentéisme, de désengagement, j'en ai un peu marre, ça va plus, etc. Nous, en complément, ce qu'on essaie d'amener, dans ces espaces de discussion-là, c'est comment j'ose exprimer mes besoins et mes insatisfactions en tant que collaborateur et comment j'arrive à le faire dans une posture d'ouverture et une posture constructive avec mon manager que je vois comme un partenaire pour trouver des solutions. Ça semble du bon sens, mais dans la majorité des cas, on le sait, ce n'est pas fait. C'est-à-dire que je vais préférer aller... Enfin, préférer, c'est même pas le mot. Mon réflexe ou ma seule ressource, c'est d'aller râler à la pause café avec les collègues ou quand je rentre à la maison. Mais dire concrètement à mon manager, il y a ça qui est un irritant pour moi, il y a ça qui va pas pour moi, c'est difficile. On n'a pas appris à le faire à l'école. On a souvent des cadres qui sont pas construits comme ça dans l'entreprise. Donc, on n'ose pas. Et ces petites choses, il aurait suffi d'eux, souvent. Vous savez, quand on se retrouve, on fait, mais en fait, si tu me l'avais dit, si j'avais compris ça, on aurait pu régler ton problème. Donc, dans la responsabilisation et le rôle des collaborateurs, il y a aussi ça. Et comment on les outille pour être capable d'avoir ces moments de conversation. On crée les moments de conversation, mais on outille aussi les collaborateurs pour identifier et exprimer leurs besoins. Un sixième point sur des indicateurs clés pour ajuster les pratiques. On a parlé de taux d'absentéisme, bien sûr. Ça, c'est un peu la résultante. Et ce que nous, on aime bien essayer de faire chez So Many Ways, c'est de construire des indicateurs qui sont plus en amont. Nous, on en a un qui est l'indice de qualité de la relation managériale. Comme vous l'aurez compris, on est assez convaincus que quand cet indice est bon, il y a plein de choses qui sont positives derrière. Margot, Marie, est-ce que vous avez d'autres choses que vous essayez de regarder, de mesurer en complément de en amont de l'absentéisme qui est la résultante? Je vais peut-être laisser Margot revenir sur ça. Et moi, je veux juste faire un feedback sur la partie 5, parce qu'en fait, j'y avais pas pensé dans la préparation. C'est dingue parce que j'étais partie sur mon absentéisme, mon taux d'absentéisme, ce que je faisais pour ça. Mais en fait, je me rends compte qu'on interroge, nous, chaque année, l'ensemble des collaborateurs dans un grand survey et que depuis maintenant 2 ans, on met en place des ateliers pour analyser. Donc, on communique évidemment nos résultats, on est très content des résultats, on insiste sur la satisfaction évidemment, et il y a quand même des points qui sont en retrait. Et donc, ce qu'on a fait sur les points en retrait, au lieu de demander au directeur de proposer des solutions, on a complètement changé la méthode. Les HRBP sont allés chercher des collaborateurs des directions volontaires qui ont d'eux-mêmes proposé des plans d'action par rapport à ce qui était en retrait. Et la puissance de cette remontée d'informations par les collaborateurs directement est assez incroyable. Souvent, c'est juste de recommuniquer, c'est juste aller plus loin sur quelque chose qu'on faisait. Mais je n'y avais pas pensé, mais dans la responsabilisation des collaborateurs, je suis sûre que ça va porter ses fruits. Oui, complètement. Ces espaces de dialogue sont essentiels en fait et il se crée beaucoup de choses positives quand on prend le temps de se parler du travail tout simplement. Voilà, et puis changer l'approche. Avant, c'était le directeur qui mettait son plan d'action en place et là, cette fois-ci, on est parti des collaborateurs aussi. Et voilà, c'était juste ma parenthèse sur le point 5, mais on peut revenir maintenant sur le point 6 et compléter. Une seconde, parce que du coup, ça m'évoque autre chose qui est pour moi qui est aussi important, c'est que pour moi, on est l'ère du grand sondage annuel où on obtient des résultats et puis ensuite on décline des plans d'action partout en top-down. Elle est assez révolue parce qu'elle crée énormément d'insatisfaction. Les collaborateurs en ont marre d'être sondés et que les plans d'action n'arrivent jamais. VS, le faire par le terrain, quelque part, dans ces espaces de dialogue manager-collaborateur et que l'agrégation de ces irritants dans le terrain crée des plans d'action aussi au niveau organisationnel. Parce que ça veut dire qu'on peut déjà agir à plus court terme sur les irritants d'une personne dans une situation de travail et remonter la donnée pour pouvoir avoir une vision consolidée. Voilà, nous on milite plutôt pour essayer de le faire aussi dans ce sens-là, pour pas attendre 1 an pour traiter des irritants le temps qu'on ait eu le temps de remonter toute l'information.
Nous, on l'a fait aussi parce que nos HRBP avaient plus de disponibilité pour le développement RH que pour la partie recrutement qui prenait un peu moins de place. On l'a fait aussi parce que c'était à la 7e année qu'on faisait ce baromètre social et qu'on avait une lassitude qui pouvait s'installer et qu'il fallait remobiliser sur quand vous répondez, promis, on entend et ça devient concret. Donc voilà, c'était 2 éléments qui ont fait qu'on a réussi à mettre ça en place. Merci. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, on va dans quelques minutes à peine y venir. Du coup, sur mon taux d'absentéisme, qui est la résultante, moi, je parlais d'indice de qualité de la relation managériale. Vous, Margot, je suis sûre qu'avec la santé mentale, vous en avez d'autres. C'est quoi? Je pense à un sujet qu'on a parlé assez rapidement, c'est le retour. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'absence, mais l'indicateur pour moi phare sur justement la qualité de la culture d'entreprise, ça va être de mesurer le taux de retour au travail après une absence prolongée. Ça, c'est un indicateur très important, et un faible taux peut justement être un indicateur de difficulté de réintégration, un manque de soutien, voilà, pas mal de facteurs qui sont liés aussi à des mauvaises pratiques parfois. Donc, soigner autant justement la qualité, je dirais, du retour, pour que les personnes qui partent justement, notamment dans les arrêts longs, puissent être réintégrées. Pour moi, c'est un des meilleurs signaux à aller chercher. Ouais, à regarder. Ok, merci. Et pour terminer, avant de passer à vos questions, quand on parle d'absentéisme, on crée aussi des cercles potentiellement difficiles pour une surcharge pour les gens qui restent. Qu'est-ce qu'on peut faire, Marie? Qu'est-ce que vous faites quand il y a des équipes qui sont particulièrement impactées par l'absentéisme? Déjà, quand c'est des absences pour des raisons très tristes, on est très présent, on entend, on écoute. C'est dur quand on a un collègue proche qui s'absente pour une maladie grave. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un rôle d'écoute et de soutien aussi de la ligne managériale. Et ensuite, pour déjà l'équité de traitement. Après, pour la partie juste, on sait qu'à un moment, le variable commence à être impacté. On sait qu'il va y avoir de la sous-performance si la personne ne travaille pas bien. Donc ça, je pense que les gens, ils sont aussi sensibles au fait qu'on soit bienveillant, mais aussi au fait qu'on ait une équité de traitement. Et ensuite, évidemment, on tient en compte si une équipe a trop d'absents, on sait piloter notre commande de recrutement et mettre en place des renforts. Enfin, on sait piloter ça, on sait faire des missions ponctuelles pour renforcer un périmètre. On sait aussi donner des primes exceptionnelles pour des collaborateurs qui auraient été impactés par l'absence de leurs collègues, pris des responsabilités en plus ou de la charge en plus. On sait le reconnaître de façon ponctuelle, parce que ce qui est compliqué, c'est que l'absent revient. Donc, il ne faut pas non plus que ça s'inscrive dans la durée. Il faut savoir gérer le ponctuel et la notion de mission et le renforcement. Donc, tout ça, on sait très bien que quand quelqu'un est absent, c'est les autres qui prennent. Sur des appels, c'est un tout petit peu différent. Sur des appels téléphoniques, les appels sont dispatchés. Dans certaines entreprises, j'ai vu des primes de présence. Ce qui est quand même, si tu as moins de X jours d'absence par an, tu auras ta prime de présence. Qu'est-ce que ça vous évoque? On en a parlé, on n'y est pas allé. C'est comme le contrôle des arrêts maladie. On en a parlé, on en parle souvent quand on est très énervé. Et en fait, on ne l'a pas encore fait jusqu'à présent. On ne se l'interdira peut-être pas, mais pour le moment, on n'est pas encore entré dans cette démarche-là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... À la fin, on a quand même un arrêt de travail. Il y a quand même un médecin qui a indiqué que la personne devait être en arrêt maladie et on a confiance dans le système médical, etc. Et donc, ça serait mélanger un agacement avec, là, carrément un manque de confiance dans le système médical. Donc, on ne va pas là-dessus pour le moment. Ouais, ok. Ouais, moi, je suis là-dessus, sur peut-être l'infantilisation aussi qu'il peut y avoir derrière. Et on le voit aujourd'hui, il y a vraiment aussi un autre sujet qui est le présentéisme et qui a un impact aussi délétère pour la performance de l'entreprise. Donc, c'est évidemment la priorité, c'est d'avoir une relation de confiance entre les collaborateurs. C'est peut-être un peu des fausses bonnes idées quelque part. C'est prendre un peu le problème à l'envers que d'aller dans ces directions-là. C'est le truc un peu, voilà. C'est vrai que c'est mettre un pansement et pas aller vraiment cicatriser la plaie, on va dire. Ouais. Et c'est important de se le dire pour conclure. Les primes de présence ou les contrôles d'arrêt maladie sont peut-être pas l'endroit où on peut mettre l'énergie au meilleur endroit pour faire évoluer le système et le sujet dans le bon sens durablement. Après, moi, je peux dispatcher mes appels sur des centres de services externes. Je ne suis pas dans une usine de production où là, vraiment, si ce n'est pas fait, ça impacte le business et ce qui sort. Donc, je veux, comment dire,
j'ai aussi un contexte qui fait que je peux me permettre d'avoir encore cette approche de constructivité et de bienveillance, etc. Je ne veux surtout pas porter de jugement sur des structures qui seraient vraiment dans des systèmes de production où là, à un moment, il faut vraiment que les gens soient présents et avancent sur de la prod. Bien sûr, de toute façon, ces sujets-là sont toujours très contextuels. Hein. On ne peut que s'inspirer de ce qui se passe à droite à gauche, mais... merci, mesdames. Je vous propose qu'on réponde aux questions. N'hésitez pas, pour vous qui nous écoutez, à en rajouter. Alors, peut-être que celle-ci, elle est pour toi, Margot. Samia nous dit que pour former les managers à détecter les signaux faibles, quels sont les outils concrets en dehors de la formation? C'est une excellente question qui, je pense, revient régulièrement. Moi, ce que je dis beaucoup aux managers qui reçoivent une multitude d'outils, hein, justement, c'est d'être authentique et congruent. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, quand je suis des managers que j'accompagne, ils appliquent les outils, mais ils ne sont pas forcément ce qu'on appelle en congruence dans ce qu'on appelle le verbal, le non-verbal, le paraverbal, donc dans la communication. Et ça, directement, le collaborateur le ressent. Et donc, c'est important déjà que vous puissiez être vous-même, hein, en tant que manager, c'est la base. Et donc, la qualité première, c'est d'être présent. Si vous avez ces espaces, et on en parlait, mais c'est vraiment la priorité, je suis effarée de voir à quel point il y a peu de liens, et notamment un peu cette dissonance du manager de proximité qui est physiquement éloigné. En fait, il faut justement surenchérir ces dynamiques pour créer du lien, malgré voilà, les barrières aussi du distanciel. Et il y a un contact visuel. Et surtout, apprenez à repérer, c'est comme un iceberg, il y a une partie souvent immergée qui est importante, hein, avec les émotions, les pensées. Mais vous, en tant que manager, vous avez la visibilité sur les comportements. Et donc, en tant que manager, avoir justement une lecture du changement de comportement qui va être le premier signe justement d'alerte. Et surtout, c'est prendre ce temps, être en écoute active. Pour moi, c'est plutôt une qualité qui est indéniable pour être un bon manager avant de pouvoir appliquer quelconque outil. Merci. Peut-être une question pour toi, Marie. Tu parlais de RH de proximité. Quelle forme ça prend chez Nickel? Est-ce que c'est une mission rattachée à un poste déjà existant ou est-ce que c'est un poste à part entière? Non, je pense au HRBP. En fait, on a des chargés de développement RH. On a vraiment des collaborateurs qui sont là pour développer les collaborateurs, recruter une partie recrutement, mais ils sont aidés par un pôle de chargés de recrutement. Et ils connaissent les managers très, très bien. Ils ont une relation très, très fréquente avec les managers et de fait avec les équipes. Et ils rencontrent les personnes quand ils partent en congé mat, quand elles reviennent de congé mat, quand ils sont absents trop longtemps, quand ils sont absents trop fréquemment, quand ils ont un besoin de mobilité, quand ils ont une réflexion sur leur carrière. Donc, ils connaissent vraiment. Et après, j'ai des équipes de chargés d'administration du personnel et de paye. Et là aussi, j'ai quelque chose de proximité. C'est des collaboratrices de mon équipe. On a délégué la paye, mais pas la partie vraiment administration du personnel. Donc, elles aident, hein, parce que quand les gens sont en arrêt maladie, après, il y a la prévention flexible qui se met en place. Donc, en fait, on connaît vraiment très, très bien les gens. C'est un choix d'organisation que la direction nous... Enfin, voilà, en gros, on me laisse la possibilité d'avoir une équipe RH avec un effectif que je trouve adapté justement à cet accompagnement de proximité. Oui, donc tu n'as pas des responsables de l'absentéisme, en gros. Hein, non, c'est une mission à part entière de tes RH de proximité. Exactement. Et après, il y a un référent sur le sujet de la diversité qui s'occupe du handicap en particulier. Mais là, on est sur une autre problématique. Ouais. Il y avait une question pour moi, du coup, sur les composantes de notre indicateur de qualité de la relation managériale. Il a 3 composantes. L'écoute, tu en parlais, Margot, à l'instant, le feedback et la confiance. Et si c'est une qualité de la relation managériale, ça veut dire qu'on le mesure dans les 2 sens. On va poser régulièrement la question aux collaborateurs. Est-ce que dans cette conversation, en général, avec mon manager, je me sens entendue? Est-ce que je reçois des feedbacks constructifs? Est-ce que je me sens en confiance? Et on va poser les questions inverses en miroir au manager sur est-ce que lui aussi a le sentiment de pouvoir, d'être en confiance vis-à-vis du collaborateur,
d'avoir confiance en son collaborateur, d'être entendu, etc. Souvent, c'est ce qu'on dit, hein, on exige la confiance des autres, mais parfois, on ne la donne pas nous-mêmes, et c'est dans les deux sens. Donc voilà, on va vraiment venir chercher cette introspection de part et d'autre. Ça évite d'être dans j'évalue mon manager ou j'évalue mon collaborateur. En fait, ça, on le fait tout le temps dans des entretiens annuels. Il y a des espaces pour ça. C'est pas l'idée. Là, c'est de se dire notre relation, comment elle se porte. Et on sait bien en plus que pour X ou Y raison, il y a des moments où on peut bien aimer notre manager, mais en fait, voilà, je sais pas, en ce moment, il est fatigué, donc en ce moment, il nous entend plus. Et c'est aussi des signaux faibles qui permettent d'aller dans les deux sens, parce que on parle d'absentéisme beaucoup des collaborateurs, mais il y a aussi les managers. De moins en moins de gens ont envie d'être manager, la fonction est de plus en plus difficile, etc. Donc voilà, ça permet d'aller dans les deux sens. Après, on avait quelques témoignages, peut-être pour terminer. Valérie qui nous dit que la prime de présence de son expérience est contre-productive avec 4 pouces vers le haut. Donc voilà, effectivement, tout à l'heure, Marie, tu parlais, ça dépend des contextes. Moi, je l'ai beaucoup vu dans des usines, effectivement. Hein, donc voilà, ce sont des secteurs à analyser. On a Marine qui nous dit que c'est important cette relation individuelle manager-collaborateur où on ne parle pas que de performance, mais qu'il est primordial d'agir sur l'ensemble du système pour qu'il y ait un vrai changement. C'est une politique d'entreprise à mettre en place. Je crois que toutes les trois ici, on est d'accord. S'il n'y a pas d'incarnation par le haut, on voit bien s'il n'y a pas les conditions qui sont créées par la ligne RH pour que les équipes comprennent quel est leur rôle, que les managers aient les bons outils, que les réflexes soient mis en œuvre, que l'on travaille sur les conditions de travail, il ne se passera rien. Donc, Anaïs, je rebondis aussi sur la dernière réaction de Marine et ce que tu disais pour les managers qui sont de moins en moins, en tout cas, volontaires pour prendre ce poste, c'est de créer des liens. Des groupes d'entraide entre managers, ça c'est très puissant pour justement lutter contre l'isolement. Et les nouveaux managers, c'est vraiment quelque chose qui va être rassurant. Donc, instaurer justement des groupes d'entraide entre managers, c'est vraiment un des leviers. Ça répond aussi à la question qui sort des formations. Mettez ça en place, vous allez voir, ça aura pas mal de belles conséquences. Oui, nous, on a les formats Flash Codev, voilà, le temps d'un déjeuner, 1h30, 2 heures, en petits groupes, une fois par trimestre déjà. Franchement, si vous faites ça une fois par trimestre, d'avoir un groupe de pairs de managers, ça crée des espaces institués de soutien, ça renforce la communauté managériale. Et après, j'ai davantage le réflexe, quand j'ai une problématique, d'aller toquer à la porte de mes pairs. Et ça aligne aussi les pratiques managériales dans l'entreprise, qui crée justement aussi moins de frustration entre les collaborateurs qui souvent se parlent des pratiques managériales aussi entre eux. Je confirme l'efficacité du modèle. On travaille beaucoup nous, sur cette communauté managériale. C'est un métier qui est difficile et passionnant, et donc il faut les accompagner quand c'est difficile et puis donner envie et les développer. Donc on travaille beaucoup sur les systèmes des codev, les systèmes de rencontres aussi entre tout type de managers pour qu'aussi les pratiques se mélangent, quels que soient les environnements. Et après, c'est vrai qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais bon, une des clés, c'est aussi l'IA. Hein. Il y a quand même des choses à aller inventer avec ça. En complémentarité avec de l'humain. On a parlé plein d'humains et c'est la clé principale. Mais demain, l'IA, capter de la donnée, détecter les signaux faibles, aider un manager parce que ton IA, elle a mangé ton culture book, tes bonnes pratiques d'entreprise, etc., à préparer un entretien de retour et donc à se sentir plus à l'aise dans ces moments-là où il y a de l'émotionnel, on se le disait, Margot, souvent il y a de l'émotionnel, il y a du doute, est-ce que je fais bien, est-ce que je peux pas. Voilà, je pense qu'on a aussi dans les pratiques managériales pas du tout encore exploré les possibilités que peuvent nous offrir ces outils-là pour laisser d'autant plus de place après à une relation dans la vraie vie au bon niveau, aux bons endroits, en étant bien dit. L'IA, je pense aussi que ça va permettre de soulager les postes, c'est-à-dire que les postes vont gagner plus de confort
et en espérant que ce confort soit bien utilisé pour ne pas recharger de la tâche répétitive. Mais si on arrive à créer des moments un peu plus d'aération dans les journées, des tâches un petit peu différentes d'analyse, etc., il y aura moins cette sensation de fatigue, de pénibilité. Donc, j'espère que qu'on saura l'utiliser justement sur ce volet-là également. Il est midi. Je crois que nous avons traité l'ensemble des questions qui sont ressorties. Ouais, c'était plutôt des commentaires, il me semble, après. Donc, merci en tout cas à tous et à toutes pour votre présence à ce webinaire, d'avoir passé 1 heure avec nous. Merci Margot, Marie pour vos éclairages et vos témoignages concrets et qui nous donnent plein de choses à mettre en œuvre pour se mettre en mouvement sur ce sujet de l'absentéisme dans les entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir.